Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Soudan et l'Éthiopie semblent enfin s'accorder sur le barrage de la Renaissance. Cette centrale hydroélectrique en construction depuis 2011 est au cœur d'un contentieux qui oppose l'Éthiopie à l'Égypte et au Soudan, tous deux tributaires du Nil. Le Soudan qui justement peine à honorer ses engagements pris envers la Cour pénale internationale concernant le Darfour. Le procureur de la CPI, Karim Khan, déplore la détérioration des accords conclus, accords qui doivent permettre à la juridiction de mener à bien son enquête sur les allégations de crimes commis dans cette région soudanaise. Et la Côte d'Ivoire, déjà leader en Afrique de l'Ouest en matière de numérisation du système éducatif, vient de lancer un nouvel outil pédagogique. Il s'agit de la plateforme Mon école à la maison, un apport pour l'enseignement des apprenants qui ne remplace pas le système éducatif traditionnel. Mais tout d'abord au Mali, le retour à l'ordre constitutionnel se fera en temps et en heure. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a assuré devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ce vendredi 27 janvier que le chronogramme sera respecté. Celui-ci prévoit notamment un référendum constitutionnel en mars prochain, l'élection des députés de l'Assemblée nationale en octobre et novembre 2023, ainsi que l'élection présidentielle en février 2024. Rappelons qu'après le coup d'État du 18 août 2020, la transition politique initialement fixée à 18 mois a été prolongée par décret à 24 mois à compter du 26 mars 2022. Le Soudan et l'Éthiopie sont d'accord en tout point sur le barrage de la Renaissance. C'est en somme la conclusion du général Abdel Fattah al-Burhan après avoir reçu le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Ce dernier s'est rendu au Soudan le 26 janvier, une première depuis août 2020. Il convient de rappeler que la position du Soudan a souvent vacillé ces dernières années entre l'Égypte qui s'oppose à ce projet et l'Éthiopie qui en est l'initiatrice, en sujet de Roberto Bogbe. Alors que ces dernières années, la position du Soudan était indécise sur la construction de l'immense barrage de la Renaissance sur le Nil bleu, les autorités de Khartoum se sont ravisées, formulant leur accord à l'Éthiopie. Dans l'étude résumant ces discussions au Soudan, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed dit avoir insisté auprès du général Burhan et de son numéro 2, le général Mohamed Hamdan Daglo, sur le principe non interventionniste de l'Éthiopie. Le grand barrage de la Renaissance ne nuira pas au Soudan. Il bénéficiera au contraire au domaine de l'électricité. Les autorités égyptiennes en opposition avec le projet du grand barrage de la Renaissance n'ont pour l'instant pas encore réagi sur l'annonce du Soudan. Une annonce qui pourrait constituer un revers majeur pour l'Égypte qui, face à sa crainte pour son approvisionnement en eau du fait du barrage en amont, avait pour allié le Soudan. Un pays qui, début 2022, faisait front commun avec l'Égypte, dénonçant à l'unisson un acte unilatéral alors que l'Éthiopie annonçait une troisième phase de remplissage des réservoirs du GED. C'est en effet une désolidarisation par rapport à l'Égypte, mais peut-être que là aussi, il faut juste se poser la question de savoir, entre 100% de zéro et avoir un pourcentage de quelque chose, qu'est-ce qui compte le plus? La chose qu'il faut regarder le plus, c'est en réalité le deal qui a été fait entre les deux parties, mais aussi la responsabilité vis-à-vis des questions environnementales et climatiques. Et donc, même si les deux s'entendent, il va falloir qu'ils parlent à la troisième personne qui se trouve être l'Égypte. Le méga barrage du GERD a un objectif annoncé à terme de 13 turbines pour une production de 5000 MW. Depuis août 2022, son réservoir contient 22 milliards de mètres cubes d'eau sur les 74 milliards de sa pleine capacité. Addis Abeba vante déjà le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Mais pour le Caire, qui tire du Nil 97% de ses besoins en eau, c'est une source de tension qui remet en question un accord conclu en 1959 avec Khartoum, mais sans l'Éthiopie qui accorde 66% du débit annuel du Nil à l'Égypte et en concède 22% au Soudan. Le Soudan où les enquêtes de la Cour pénale internationale concernant le Darfour peinent à avancer. La coopération pour la poursuite des investigations sur les allégations de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis au Darfour depuis le 1er juillet 2002 patine selon le procureur de la CPI Karim Khan.
Et ce, malgré l'accord que le pays a passé avec la CPI. Le point avec Kamesh Katapoulé. Plus d'un an après la signature d'un accord entre les autorités soudanaises et la Cour pénale internationale, quelles en sont les avancées? Ce mercredi 25 janvier, le procureur de la CPI, Karim Khan, est venu dresser devant le Conseil de sécurité de l'ONU un état des lieux de la coopération entre les deux parties. Ses conclusions sont inquiétantes. Cette collaboration s'est selon lui détériorée. La coopération du gouvernement soudanais est d'une importance cruciale si nous voulons répondre aux besoins de la population du Darfour. Et la triste vérité est que le gouvernement soudanais ne répond pas aux exigences de coopération énoncées par ce Conseil au titre du chapitre 7 de la Charte dans la résolution 1593. C'est en août 2021 que le Soudan et la CPI ont conclu un protocole d'accord à l'occasion de la visite de Karim Khan dans le pays. Ce document doit permettre à la juridiction de poursuivre son enquête sur des allégations de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis au Darfour, où une guerre civile a éclaté en 2003. Mais les investigations de la CPI se heurtent à plusieurs obstacles. Le procureur de la CPI évoque notamment un accès restreint à la documentation et aux témoins. Des difficultés dues au contexte politique actuel, selon le représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies. Je voudrais préciser que les défis mentionnés par le procureur dans son rapport concernant la coopération du Soudan avec son bureau résultent principalement des circonstances actuelles au Soudan et des défis liés à la phase de transition exceptionnelle. Le Conseil le sait bien. Nous sommes convaincus que la reprise prochaine de la transition démocratique et la formation d'un gouvernement civil reflèteront positivement notre coopération avec la CPI. Des avancées ont néanmoins été réalisées depuis l'ouverture de l'enquête de la CPI. En avril dernier, le procès de Ali Mohamed Ali Abdel-Rahman s'est ouvert devant la juridiction. Un procès notable puisque cet ancien chef de milice est la première personne à être jugée pour les crimes commis au Darfour. Également dans l'actualité, le Sénégal était le pays hôte de la deuxième édition du sommet africain sur l'alimentation qui s'est tenu à Dakar du 25 au 27 janvier. Un événement porteur d'espoir puisqu'à l'issue de cette rencontre, les partenaires au développement se sont engagés à accompagner les pays africains dans la mise en œuvre de leurs pactes nationaux agricoles et alimentaires à hauteur de 30 milliards de dollars pour les 5 années à venir. L'annonce a été faite par le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, qui a également précisé que les 37 pactes présentés ont tous été validés. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko était en meeting à Keur Massar le 22 janvier. Le leader du PASTEF, aussi candidat déclaré à l'élection présidentielle de février 2024, a su mobiliser les foules devant un auditoire acquis à sa cause. Il a défié son principal adversaire, le président Macky Sall. Mais sur la route de la présidentielle, Ousmane Sonko devra aussi faire face à la justice puisque son dossier pour viol a été renvoyé le 17 janvier devant un tribunal criminel, un sujet de Cheikh Omar Kamara. Troisième à la présidentielle de 2019 avec 15,67% de voix, le leader du PASTEF est devenu l'incontournable visage de la prochaine alternance politique de choix. Candidat anti-système, arc-bouté sur le principe sacré de la souveraineté du Sénégal, Ousmane Sonko incarne désormais le leadership d'une opposition sénégalaise déterminée face à Macky Sall. N'hésitant pas à désigner le président sénégalais comme la source principale de ses déboires judiciaires, le député sénégalais compte sur un pouvoir populaire incontestable et des meetings qui traînent des centaines de milliers de jeunes pour proclamer le rejet d'une troisième candidature du président Macky Sall. Depuis des années, Macky Sall exerce une répression systématique sur l'opposition sénégalaise et sur la société civile. Des emprisonnements, des interdictions de manifester, des exécutions extrajudiciaires. Et il est temps que cela s'arrête. Je veux appeler cette communauté internationale à comprendre que les Africains ne sont plus à cette étape moyenâgeuse des années 80 où on pouvait laisser un président tant qu'il signe dans le sens des intérêts occidentaux
on peut fermer les yeux sur les exactions qu'il commet sur sa population. Le peuple sénégalais ne l'acceptera plus. Le maire de Ziguinchor rappelle que sa démarche d'un rejet de la 3e candidature à la présidentielle de Macky Sall s'inscrit dans une perspective de responsabilité citoyenne et appelle à des ralliements pouvant permettre au Sénégal d'affirmer sa réelle souveraineté. Un credo prisé par les jeunes et nouveaux votants qui constituent le cœur de l'électorat au Sénégal. Nous réclamons un parti politique souverain, une coalition qui se réclame de la souveraineté, comme tous les pays réclament leur souveraineté. Nous réclamons des patriotes, mais nous n'excluons personne. Une opposition qui semble mettre en garde le pouvoir du président Macky Sall contre toute tentative de mise à l'écart du leader du PASTEF parmi les favoris de l'élection présidentielle en 2024. Un bloc politique qui a frôlé la victoire lors des législatives de 2022 et se veut désormais garant de l'alternance politique au Sénégal. Le Nigeria a lancé le 26 janvier un système de cartes domestiques dans le cadre d'un programme sans argent liquide. Son nom, Afrigo, un moyen de rivaliser avec les cartes étrangères telles que Mastercard ou encore Visa. Le but, épargner au pays les frais de transaction étrangers. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Afrigo est le nom donné au nouveau système de cartes domestiques nigérian. Le système a officiellement été lancé le 26 janvier 2023 par le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele. Cette nouvelle carte bancaire domestique, selon le gouverneur, vise à offrir plus d'options aux consommateurs nationaux tout en promouvant la prestation de services d'une manière plus innovante, rentable et compétitive. Ce système est par ailleurs mis en service alors que le gouvernement de la Banque centrale du Nigeria souhaite éliminer progressivement les anciens billets de banque de valeur supérieure. Ce système ne vise pas à empêcher les prestataires de services internationaux de continuer à offrir leurs services au Nigeria. Au contraire, il vise à promouvoir plus d'options pour les consommateurs nationaux tout en promouvant la prestation de services d'une façon plus efficace, innovatrice et compétitive. D'après le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, les facilitateurs qui limitent l'inclusion financière des Nigérians incluent le coût élevé des services de carte en raison des exigences de change des systèmes de cartes internationales. Par ailleurs, les produits de cartes existants ne répondent pas aux particularités locales du marché nigérian. Ainsi, ces nouvelles cartes seront classées au même titre que les cartes étrangères telles que Mastercard et Visa. Ce projet a par ailleurs été initié pour faire du pays une société son numéraire et réduire les coûts de transaction à l'étranger. Nous en sommes venus à la sortie de cette carte bancaire pour nous assurer que les transactions par carte puissent être faites par chaque citoyen et faire grandir le système nigérian de cartes bancaires. Soulignant que ce système de cartes domestiques nigérian, Afrigo a été lancé par la Banque centrale du Nigeria en collaboration avec d'autres banques nigérianes. Avec ce nouveau système de cartes domestiques, le Nigeria rejoint ainsi la Chine, la Russie, l'Inde et la Turquie déjà avancées dans cette tendance. Mon école à la maison, c'est le nom de la plateforme présentée le 24 janvier en Côte d'Ivoire. Une plateforme complètement gratuite qui propose des ressources pédagogiques variées. Un nouvel outil pour le système éducatif qui s'adresse aussi bien aux élèves qu'aux enseignants. Les explications de Nathalie Mo. Des ressources humaines justifiant de compétences opérationnelles sont le pilier du développement de la Côte d'Ivoire. C'est l'avis du gouvernement ivoirien. Le pays qui se positionne comme le leader sous-régional en matière de numérisation du système éducatif a présenté le 24 janvier 2023 la plateforme Mon école à la maison. Lancé officiellement le 17 janvier 2023, cet outil se compose d'un ensemble de ressources pédagogiques destinées aux élèves du préscolaire, du primaire, du collège et du lycée pour leur auto-formation. L'espace virtuel de partage de ressources pédagogiques et d'échange ou encore plateforme a fini par s'imposer comme le moteur de l'enseignement-formation à distance qui concentre tout l'enjeu de la digitalisation du système éducatif ivoirien. Une véritable mine d'or de ressources intellectuelles et pédagogiques pour nos enfants, qui, si elles sont convenablement explorées,
par les apprenants avec l'aide des parents et tous les acteurs du système éducatif impactera certainement et qualitativement le système éducatif national. Le ministère ivoirien de l'Éducation nationale rassure que la plateforme Mon école à la maison est totalement gratuite. Même si elle est riche de plus de 4000 leçons, elle n'est pas conçue pour remplacer le système éducatif traditionnel, a déclaré Koné Yenataban, le directeur des technologies et des systèmes d'information de ce département ministériel. Cette plateforme s'adresse aussi aux enseignants et aux parents d'élèves. L'arrivée de ce dispositif dans le paysage éducatif sera bénéfique pour les enseignants et les élèves en ce sens qu'il offre plusieurs opportunités. Sur la plateforme, on trouve des ressources pédagogiques variées, 4000 fiches de leçons, 624 capsules pédagogiques, 5000 exercices, 200 quiz, 150 fiches de travaux pratiques. Mon école à la maison s'inscrit dans l'opérationnalisation des conclusions des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation présentés au gouvernement en septembre 2022. Il faudra former plus de 400 000 élèves chaque année et leur donner des aptitudes pour occuper les 8 millions de nouveaux emplois créés d'ici 2030 selon des perspectives gouvernementales. La Côte d'Ivoire nécessite plus de 800 milliards de francs CFA pour réformer son secteur éducatif à l'horizon 2025. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.